Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation et bienvenue à cette conférence organisée par le regroupement général des Sénégalais du Canada et l'association des étudiants sénégalais de Montréal. Une conférence qui porte sur la nouvelle politique énergétique du Sénégal, défis et perspectives, animée par nul autre que le directeur général de la Sénélec, M. Mohamedou Mokhtar Cissé. Bienvenue, directeur. Merci. Alors, sans plus tarder, j'ai donné la parole au président général des Sénégalais du Canada, M. Ibrahima Sakho, pour son mot de bienvenue. Je vous rappelle qu'à la fin de la conférence, vous pouvez poser vos questions. Donc, à tour de rôle, je vous inviterai à venir prendre le micro et poser vos questions. Et à la toute fin, un cocktail sera offert. Donc, vous êtes tous conviés à y prendre part. Donc, je donne la parole à M. Sakho pour son mot de bienvenue. Merci Koumba. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi c'est juste des mots de remerciement. Tout d'abord nos remerciements à M. Mohamedou Mokhtar Cissé, directeur général de la Sénélec, qui nous a fait l'honneur de se déplacer à Montréal donc pour discuter avec nous des enjeux énergétiques du Sénégal. Non seulement il a fait le déplacement, mais il nous a aussi donné une contribution financière. Il ne voulait pas que j'en parle, mais nous avons fait taranga d'encore. Merci beaucoup DG. Donc je remercie aussi le modérateur, M. Mamadou Dia, qui est ingénieur et membre de président de S3IC, qui a accepté, un ancien de la Sénélec aussi, donc qui a accepté d'être le modérateur de cette conférence. Et Koumba aussi, merci Koumba de m'avoir donné la parole. Je profite aussi de l'occasion pour remercier aussi M. Tamsir Faye, le premier conseiller de l'ambassade, qui a été vraiment à l'initiative de cette conférence, donc, et avec Goro Lo aussi, donc, qui ont vraiment contribué. Et Tamsir, c'est un double remerciement parce que lors de la venue du président de la République, c'est lui qui a facilité vraiment l'audience avec le président et je pense qu'on a communiqué au niveau de la communauté pour tout ce que le regroupement, la communauté a eu comme acquis lors de cette audience. Donc merci M. Faye. C'est l'ambassadeur. Oui, l'ambassadeur, mais je sais les coulisses, je connais comment ça s'est passé dans les coulisses, c'est pourquoi j'ai tenu à vous remercier au nom de toute la communauté. Donc sans plus tarder, je retourne la parole à Koumba. Et merci à l'assistance d'avoir répondu aussi. Et ça nous donne plus envie d'organiser ce type de rencontre quand on voit que la communauté est mobilisée et est là pour ça. Donc merci d'être venu aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors rapidement, je vais laisser la parole au modérateur, M. Mamadou Dia, qui se trouve aujourd'hui en terrain connu. Je rappelle que M. Dia, qui est diplômé à l'École polytechnique de Montréal, si je me trompe, évolue dans le secteur de l'énergie lui aussi. Il est également le président de la société S3IC, qui regroupe des ingénieurs et des professionnels du Canada, sénégalais du Canada. Alors, Monsieur Dia, je vous laisse donc la parole pour que vous introduisiez le conférencier. Merci, Koumba. Donc, merci également à toute l'audience et merci à Monsieur le directeur général pour ce long déplacement. J'espère qu'il n'est pas trop dépaysé là, parce que là, nous, on a un climat relativement chaud là, comparé à l'accoutumée. En fait, je suis en plein hiver, moi. Ah ouais. Donc, j'ai dit climat chaud, en fait, qui fait penser à réchauffement climatique. Hein. Réchauffement climatique. Ouais. Parce qu'on parle, je pense, aujourd'hui de politique énergétique. En fait, tout le monde pense, entre autres, à ses préoccupations par rapport au climat, au changement climatique. Donc, d'où l'importance de ce thème, en tout cas, à tous les égards et dans tout contexte. Un thème de politique énergétique, certainement, je pense, est un thème d'intérêt. Et pourquoi parler aussi, ici à Montréal, de la politique énergétique au Sénégal? Mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes raisons pour qu'un tel thème soit présenté ici. Parce que, bon, on le verra, je ne vais pas anticiper sur sa présentation, mais sûr qu'il y a des enjeux, des défis tels que, les mêmes dans le titre, qui vont être, je sais pas, qui
qui feront l'objet en fait de besoins au niveau scientifique, donc académique, au niveau professionnel, différents ingénieurs ou financiers ou économistes qui ont en fait quelque chose à dire par rapport aux choix énergétiques par exemple. Donc, et tout ce monde est là, en fait toute la diaspora, au niveau académique, au niveau même pourquoi pas investissement, parce que ces choix énergétiques vont des fois devoir déclencher des investissements. Et aujourd'hui la diaspora est beaucoup intéressée par ça. On parle ici à Montréal de Diapo, à Washington nos confrères parlent du fonds GAD. Donc en fait je pense que ce serait l'occasion de déclencher un certain, je sais pas, une certaine tendance d'investissement et de recherche de partenariats, je sais pas, canadiens, québécois, qui pourront, pourquoi pas, contribuer à l'élaboration ou à l'implantation de ces nouvelles stratégies en matière d'énergétique au pays. Donc sans plus tarder, je pense, je vais d'abord bien sûr présenter Mokhtar Cissé, que je connais moi personnellement depuis une trentaine d'années, plus. Mais bon, je pense que tout le monde le connaît ici, mais je vais le présenter. Donc c'est un inspecteur d'État, donc un inspecteur général de l'État. Il est présentement directeur de la Sénélec, directeur général de la Sénélec depuis juin 2015. Il a précédemment occupé différents postes en fait, au niveau de l'administration. Il a été ministre directeur du cabinet du président de la République en 2014. Il a été ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget en juillet 2013. Précédemment, il était directeur général des douanes, donc ça c'était en décembre 2009. Et il a été inspecteur général d'État à la présidence de la République en 2002. Et il était directeur de cabinet du ministre de la Pêche du gouvernement du Sénégal en mai 2000. Et c'est un ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis. D'ailleurs, je taquine pas avec Ibrahima Diop. Ils sont tellement corporatistes, je pense chaque fois qu'ils se croisent, ils vont se donner rendez-vous. J'ai aperçu Thierno Diallo, j'ai vu Ibrahima Diop. Donc, il a obtenu une maîtrise en sciences juridiques, option droit des affaires à l'université Cheikh Anta Diop. Et il a soutenu le 20 décembre 2014 avec une mention très honorable, une thèse de doctorat d'État avec pour thème l'UEMOA, une nouvelle approche de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Donc ça c'était à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'UCAD. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite sénégalais, chevalier de l'Ordre national du Lion et détient des médailles d'honneur des douanes françaises et sénégalaises, ainsi qu'un certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. Plusieurs distinctions lui ont été décernées, notamment en 2016 comme meilleur manager, homme de l'année à la 12e édition des Corridors, et meilleur manager comme, meilleur manager, homme de l'administration publique du Sénégal au Madia d'Or. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à monsieur le directeur général. Il fallait dire que vous n'avez pas voulu servir sous mes ordres, donc vous êtes exilé au Canada. Bon, ça c'était pour le taquiner. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier, rendre grâce à Dieu qui nous a permis de faire ce déplacement et de nous retrouver. Et remercier Saho, qui est un condisciple de l'université, que j'ai retrouvé il y a quelques mois seulement à Montréal, je l'avais perdu de vue. Et l'ensemble des membres du bureau du regroupement des Sénégalais du Canada, ainsi que les étudiants de Montréal qui ont eu cette belle initiative. Et remercier tous les membres de l'assistance ici présents. Je connais une bonne partie. Comme je dis souvent, le Sénégal est un petit tissu social. C'est une centaine de familles éclatées et c'est facile de retrouver les connexions. Donc je vous salue tous, ceux que je connais personnellement ou pas, il suffit d'échanger pour trouver très rapidement les connexions. Donc je considère chaque Sénégalais que je rencontre comme une partie de moi-même et de ma famille, c'est plus simple, comme ça on ne se trompe jamais. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir pris de votre temps précieux. Un week-end, je sais ce que c'est partout, un peu plus dans ces pays mieux organisés que d'autres. Donc c'est un temps extrêmement précieux. Donc quand on m'a demandé de venir faire cette conférence, j'avais le choix de refuser ou d'accepter, j'ai accepté. Maintenant que j'ai accepté, je n'ai qu'une seule obligation, vous délivrer un discours digeste. Sinon j'aurais failli et je vous aurais fait perdre votre temps, ce qui serait inacceptable. Et j'ai dans la salle mon principal censeur, qui se trouve être ma fille. Et elle pense qu'elle est meilleure que moi, donc elle ne va pas me rater, donc j'ai l'obligation d'être, elle étudie, c'est l'étudiante. Donc j'ai l'obligation d'être bon, en tout cas d'essayer de l'être.
Merci en tout cas pour votre invitation. Sans plus tarder, on va essayer d'attaquer le sujet pour susciter plutôt une discussion. Je disais à Mamadou tout à l'heure dans la salle que c'est la première fois que j'accepte de m'adresser à un public plus sachant. D'habitude, c'est dans des amphithéâtres et les écoles où je suis censé être en face d'étudiants et d'élèves, donc qui sont censés en savoir moins que moi. Mais là, je prends un gros risque de me retrouver devant des ingénieurs comme lui. J'imagine qu'il y en a d'autres dans la salle, j'en connais certains. Mais c'est un risque que je prends pour le Sénégal, comme j'ai l'habitude de dire. Tant qu'il y aura des soldats qui acceptent de se faire tuer pour le pays, moi j'accepterai aussi de prendre des risques qui ne sont pas à ce niveau pour mon pays. Et le risque que nous prenons, il est bien moindre par rapport à celui que cela donne. Pour ça, c'est un clin d'œil aux militaires et aux enfants de troupe. Donc, tant qu'il y aura des soldats qui acceptent de se faire tuer pour le Sénégal, il faudrait qu'on accepte de prendre des risques pour notre pays. Et ça, c'est un risque agréable que nous prenons de devoir partager un brin des moments de connaissances qui peuvent aider à faire évoluer le Sénégal. Et le défi énergétique ou les défis énergétiques qui se posent à notre pays dans l'environnement actuel, c'est des défis de premier ordre. La question énergétique traverse les politiques publiques de tous les pays. C'est la priorité déclarée de tous les pays, bien avant la transition énergétique, la transition électrique pour certains, sur laquelle nous reviendrons. J'ai une présentation en PowerPoint qui est un prétexte. Je disais à Mamadou tout à l'heure, je suis obligé par respect pour le public canadien que je connais exigeant d'avoir un support qu'on pourra leur distribuer surtout, s'ils veulent après, ou bien en cas mettre la clé à la disposition du regroupement. Mais ce qui est important, c'est ce que je vais essayer de dire, développer les échanges qui suivront. Ce que j'ai envie de dire ne ressort pas d'un PowerPoint. C'est là, c'est dans le cœur, c'est dans les tripes. C'est d'abord des convictions par rapport au présent et au futur du Sénégal sur ces enjeux qui sont de taille. Et par rapport à ma petite expérience de la gestion publique et particulièrement de la Société nationale d'électricité, votre société nationale, que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis 3 ans et demi maintenant. Donc je suis depuis juin 2015, presque par hasard, parce que je viens d'un autre monde qui est de l'État, de l'administration. Je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise publique pour les résultats que vous savez, dont nous pourrons également discuter. Je crois que c'est intéressant d'expliquer comment toutes ces mutations ont été faites, qui permettent aujourd'hui au Sénégal d'améliorer la qualité du service de l'électricité et d'envisager l'avenir de ce point de vue. En tout cas, si nous maîtrisons certaines contraintes, avec un peu plus d'optimisme, plus dans ce secteur peut-être que dans d'autres, et qui finalement, il n'y a aucune fatalité de l'échec qui pèse sur nos pays, avec un minimum d'efforts, d'organisation. Nous pouvons relever beaucoup d'autres défis dans beaucoup d'autres secteurs. J'ai l'habitude de dire que le premier avantage comparatif du Sénégal, ce n'est pas sa position géographique, comme on le dit souvent. Ce n'est pas, je veux dire, la beauté de notre pays, ce n'est pas notre arachide, ce n'est pas notre soleil, c'est la qualité des ressources humaines. Nous sommes un peuple de sachants, un peuple de savants, et ça c'est depuis toujours. On a eu cette chance, et ça a été construit également par les premiers gouvernements du pays depuis Léopold Sédar Senghor, qui avait eu l'intelligence, quoi qu'on puisse lui reprocher, d'avoir mis en place un système éducatif qui avait ses limites mais qui a permis de perforer et qui nous donne encore aujourd'hui des écoles et la faculté de médecine que je cite souvent un exemple, même si les situations se dégradent partout. Les Marocains dont le PIB est 6 fois supérieur au nôtre, comme les Algériens, viennent encore se former à Dakar dans ce domaine-là, ce qui est un signal. Mais revenons vite à l'énergie pour dire que cette problématique qui traverse toutes les sociétés et qui est au cœur de toutes les préoccupations dans tous les pays et au cœur de nos préoccupations également, nous aussi au Sénégal, pour la bonne et simple raison que la corrélation, souvent les économistes, j'espère qu'il y en a dans la salle, ils ont très peu de consensus, mais au moins sur la question énergétique et les taux de pénétration des télécoms, ils sont pratiquement tous d'accord qu'il y a une corrélation étroite entre le niveau de PIB des pays et le taux de pénétration de l'électricité et des télécoms, très souvent. Et il y a des diapos qui sont, je ne sais pas qui a la machine, qui sont dans le PowerPoint qui le montrent. Le niveau de développement, surtout en termes de PIB par habitant, est corrélé au taux de pénétration de l'électricité dans les pays de façon générale. Et quand on analyse la courbe de croissance de nos pays et du Sénégal, vous vous rendrez compte que
il y a un Sénégalais assez brillant qui est encore dans l'État, d'ailleurs j'espère qu'il va y rester longtemps. Mohamedou Bamba Diop, il s'appelle, il a publié un document intéressant il y a quelques années qui est téléchargeable avec tous les modules de recherche, qui s'appelle les contraintes de la croissance du Sénégal, de la croissance économique du Sénégal, un peu comme ça le titre. Je cite de mémoire, ça fait quelques mois je ne l'ai pas regardé ce document, mais en tout cas il passe en revue toutes les contraintes qui ont pesé sur la croissance économique du Sénégal, les défis de la croissance, et le problème énergétique est souvent revenu. Ce qui fait que si vous regardez bien la croissance du Sénégal en 3 tableaux, comme ça a été dit dans les documents du plan Sénégal émergent, vous avez de l'indépendance en 1983 à peu près une croissance très faible et à la limite erratique. Après vous avez les périodes d'ajustement structurel, donc de 84 à 94, qui ont culminé avec la dévaluation du franc CFA en 1994. Ensuite, vous avez après un cycle de réformes à partir de 1995, parce qu'il y a eu dévaluation, on était obligé de faire des réformes. Il y a eu un cycle de réformes qui ont permis de rebooster un peu la croissance, c'est les fameuses années Sakho-Loum. Et donc la croissance est plus ou moins repartie et a commencé à rechuter à partir de 2006 jusqu'à atteindre un point culminant de baisse. On était à presque 1 point de croissance dans les années 2010-2011. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu une alternance encore démocratique au Sénégal et qu'il y a eu le plan Sénégal émergent auquel j'ai eu à collaborer, pas participer, mais collaborer comme directeur général des douanes, comme ministre du budget à l'époque. Donc je peux en dire un mot. C'est ce constat-là qui avait amené le gouvernement à initier un important plan de développement qui s'appelle le plan Sénégal émergent, qu'on peut discuter, qu'on peut partager, toutes les hypothèses en économie peuvent être discutées et sont discutables. Souvent, c'est l'implémentation, la mise en œuvre des projets pour moi qui est le plus essentiel. Parce que le diagnostic sur l'économie du Sénégal de façon générale, il est unanime. On peut utiliser des termes virulents, corrects, incorrects, mais c'est le même. Notre pays, on est une population jeune, dans un environnement de pauvreté. Mais il paraît qu'il ne faut pas parler de pauvreté au Sénégal. Pour l'avoir dit il y a quelques mois, on a failli me lyncher. Mais on est un pays pauvre, c'est la réalité. Et notre population est très jeune, avec des niveaux de croissance très faibles qui ne peuvent pas garantir le développement économique et la prise en charge des besoins primaires des Sénégalais. Si la richesse nationale croît beaucoup moins vite que la population, il est évident que cette population ne peut pas être prise en charge correctement. Et notre population, c'est 45% de Sénégalais qui ont moins de 18 ans. C'est énorme. Donc on a des besoins sociaux primaires en termes d'éducation, de santé qui doivent être correctement pris en charge et ce n'est pas toujours le cas. Et rester sur des dynamiques de 2%, 3% de croissance, c'est manquer d'ambition. Il fallait changer de paradigme et comme dit Milton Friedman, c'est refuser la tyrannie du statu quo. C'est un brillant livre qu'il a écrit, un prix Nobel d'économie ne peut être que brillant d'ailleurs, en 1984, ce qui s'appelle la tyrannie du statu quo. Je lui emprunte ce titre. Et donc il fallait refuser ça, créer vraiment une rupture épistémologique et aller vers autre chose. Maintenant, c'est autre chose, là, on peut l'analyser, on peut le discuter, on peut le contester, mais on ne pouvait pas rester sur les trains de 1%, 2%, avec une contrainte d'une énergie pas disponible et chère, avec la contrainte d'un accès difficile au financement, avec la contrainte des voies de communication et des infrastructures défaillantes, insuffisantes, avec surtout la contrainte d'un environnement des affaires qui n'est pas attractif, parce que c'est l'investissement qui est la base du développement et de préférence cet investissement privé qui ne vient que parce qu'il y a un cadre approprié. Il ne faut pas connaître, comme je dis souvent, la naïveté de penser que ceux qui viennent investir en Afrique, c'est des philanthropes, au contraire. Ils viennent avec toute la bienséance et la courtoisie qu'il faut, mais c'est d'abord, ils sont venus pour faire du business. Et donc, si le cadre n'est pas attractif, si les garanties ne sont pas en place, vous ne pouvez pas attraire le capital international, vous ne pouvez pas avoir les investissements qui permettent de faire des... Et donc, la contrainte énergétique a été identifiée comme la principale. Et la dernière étude sur le secteur de l'énergie a été faite par Power Africa, l'avant-dernière plutôt, avec l'initiative du président Obama, sort les mêmes conclusions. Et la toute dernière que j'ai lue dans le secteur a été faite par le MCC, parce que le Millennium Challenge Corporation va financer un second compact totalement dédié à l'énergie pour $600 millions,
Et après avoir fait le premier compact, pour rappel, avait été consacré aux infrastructures, si vous vous rappelez. C'est ce compact qui a permis entre autres de faire la RN6. Mais cette fois, le compact est pour 600 millions de dollars est exclusivement réservé au secteur de l'énergie. Parce qu'après l'étude qui a été faite au bout de 2 ans, ils se sont rendus compte que pour que le Sénégal puisse atteindre des niveaux de développement espérés et sortir une bonne partie de la population de la pauvreté, il faudrait qu'on puisse maîtriser la contrainte énergétique en termes d'accès, mais surtout en termes de coût. Parce que même l'énergie accessible n'est pas forcément à un coût compétitif. Donc il y a un défi lié au développement, il y a un défi lié à la performance et un troisième défi qui est lié aux flux financiers importants qu'il faut structurer pour pouvoir sortir le secteur de l'énergie et donc tirer le reste de la croissance. Si je devais énumérer des défis rapidement, c'est ces 3-là que j'énumérerai en partant du constat que l'énergie est indispensable pour la vie. Pour la bonne et simple raison, si vous regardez l'évolution du monde à travers le développement même industriel, à travers les différentes révolutions industrielles qu'il y a eu, toute révolution est corrélée à une énergie, à une découverte d'énergie et à des moyens de communication. La première révolution industrielle, c'était quoi? C'était la machine à vapeur et le développement des chemins de fer. La seconde révolution industrielle, c'était le pétrole, l'électricité, et après vous avez l'automobile, et donc voie de communication également. Et la troisième révolution industrielle qui se dessine, qui est même déjà dépassée, on parle de la quatrième, c'est quoi? C'est également le nucléaire et les télécoms, les télécommunications. Et aujourd'hui, c'est justement le saut qualitatif au niveau de ces télécoms, avec la numérisation et la digitalisation, qui fait qu'on est en train d'entrer dans ce que Jeremy Rifkin appelle le prospectus américain, la quatrième révolution industrielle. Et donc, nous l'Afrique, nous, Sénégal, comment on se positionne par rapport à toutes ces révolutions? Est-ce que nous devons emprunter le cheminement qui a été celui de l'Europe et de l'Occident de façon générale pour y arriver? Non, je dis non. Il y a des raccourcis à prendre si nous voulons y arriver en apprenant des autres et surtout en utilisant ces nouvelles techniques de l'information et des télécommunications qui sont à la disposition de tout le monde. Donc, défi de développement, défi de la performance, défi des flux financiers à mobiliser dans un cadre ou dans un monde de compétition où l'émergence signifie diversification de sa production, où l'émergence signifie accès à une énergie bas marché, bon marché plutôt pour les populations, où l'émergence signifie intégration au monde. C'est ça l'émergence, c'est pas autre chose. Si vous n'avez pas un marché ouvert, si vous n'avez pas une production diversifiée, si vous n'avez pas des ressources humaines de qualité, un cadre approprié pour le travail, difficilement vous pouvez atteindre un niveau d'émergence souhaité. Étant entendu que nous ne manquons pas d'atouts, et ces atouts pour le Sénégal ont été identifiés depuis toujours. On parle de la stabilité. Je vais venir à l'énergie, mais pour 2 minutes, parce qu'après je laisserai les gens parler dans le débat. L'énergie, ce n'est qu'un véhicule. Ce qui est important, c'est tout l'environnement que l'énergie permet de structurer pour avoir le développement économique et social. Parce que le Sénégal, ce qu'on identifie souvent comme avantage, c'est la stabilité. Ce n'est pas en 20 mots. Il ne faut pas dire que c'est rien, non. Qu'on ait passé plus de 50 ans d'indépendance sans aucun coup d'État, c'est une performance. Il ne faut pas le nier, c'est une belle performance. Qu'on soit un pays convivial, c'est un atout. Notre situation géographique, c'est un atout. Je dis souvent, Singapour, c'est quoi? C'est un port. C'est un atout. C'est le port qui a fait que Singapour est devenu ce qu'il est. Dubaï, c'est quoi? C'est une bande de terre bien placée, c'est tout. C'est pas parce qu'il y a un génie du Cheikh ou quoi. Non, il n'est pas plus intelligent que nous. Mais il a fait un meilleur usage de la position géographique de Dubaï pour en faire un hub. Donc, une situation géographique est un atout. Et le Sénégal a une très belle position géographique. Je disais souvent quand j'étais aux douanes que si on avait demandé à un spécialiste portuaire de placer un seul port sur la côte ouest africaine, sans parti pris, sénégalais ou pas, il le placerait à Dakar. C'est le meilleur positionnement. Ce n'est pas par hasard que Dakar a été choisi comme capitale de l'Afrique occidentale française. Et donc, ce positionnement géographique est un atout. La qualité de nos ressources humaines également est un atout pour le Sénégal, même si sur cela il faut être critique et apprendre à moduler parce que nous sommes, il faut dire les choses, nous sommes en train de perdre
du terrain par rapport à beaucoup de choses. Il ne faut pas être nostalgique et dormir sur nos lauriers. Donc à partir de ces compétences-là, on doit pouvoir structurer le futur du Sénégal dans l'énergie comme dans d'autres secteurs. Et donc, comme ça a été identifié comme la principale contrainte, il fallait faire les réformes pour à la fois garantir l'accès et permettre également de baisser le coût de l'énergie, ce que nous ne parvenons pas à faire. Aujourd'hui, sur l'accès, des efforts importants ont été faits qui permettent au Sénégal de pouvoir revendiquer 60 à 65% de taux d'accès à l'énergie. Nous sommes partis il y a 5 ans d'à peine 40%. Il ne faut pas penser que c'est... Et en Afrique, beaucoup de pays sont autour de 15, 20, 30%, malheureusement. 600 millions d'Africains sont encore dans l'obscurité. Ils s'éclairent à la bougie sur une population de 1,2 milliard. Et l'essentiel de l'énergie consommée en Afrique, la totalité de l'énergie consommée en Afrique ne représente que 2% de l'énergie consommée dans le monde entier. Tous les chiffres sont dans tous les documents que vous pouvez consulter. On ne prend pas ce risque au Canada. Et donc, si je disais à Saho tout à l'heure, si vous enlevez l'Afrique, il y a 3 Afriques pour moi d'ailleurs. Vous avez l'Afrique du Nord, le Maghreb, l'Afrique du Sud qui est un autre monde, si vous le connaissez, et vous avez surtout l'Afrique au sud du Sahara, qui est notre Afrique, qui est notre Afrique. Et cette Afrique-là est la plus contrainte, c'est la plus difficile. 80% de l'énergie consommée dans toute l'Afrique est consommée par le Nord et par le Sud. C'est les 20% qui sont consommés par l'Afrique du ventre mou, l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique du Sénégal. Donc ça veut dire que le défi de l'accès à l'énergie, il est pour nous tous en Afrique et il est particulièrement pour nous au Sénégal, où nos 65% font figure d'une pâle performance pour certains, mais d'une bonne performance rapportée au niveau de l'Afrique au sud du Sahara. Et le défi qui est inscrit dans le plan Sénégal émergent, c'est celui de l'électrification universelle à l'horizon 2025. À l'horizon 2025, ce qui est possible, parce que déjà au niveau de l'accès rural, il y a une disparité sur les 65%, parce que les 65% c'est 90% dans l'urbain, où on est presque électrifié, mais c'est le milieu rural qui pondère et qui baisse la moyenne pour nous ramener à 60-65%. Mais au niveau de l'urbain, on est relativement confortable. Il y a un petit effort à faire pour avoir l'universel dans le paysage urbain. Et naturellement, il y a même une disparité dans l'urbain parce que Dakar concentre l'essentiel de la production au Sénégal et l'essentiel de l'énergie consommée également. Et donc, pour ce faire, il a fallu, en partant du plan Sénégal émergent, qui est la boussole pour l'État du Sénégal et donc pour tous ceux qui agissent dans l'économie du Sénégal, qui dictent le cap et la vision. Mais il faut également un opérateur de rang, parce que l'opérateur est indispensable pour pouvoir conduire la politique publique d'accès et de baisse des coûts. Et l'utilité au Sénégal, c'est Sénélec que j'ai le plaisir de diriger. Une longue histoire, une grande société qui a traversé le siècle, parce que je pense que l'électricité est arrivée au Sénégal avec les établissements Carpo. On est en 1887-89 déjà, à Saint-Louis pour la première fois. Et donc, vous vous rendez compte, 2 siècles après, on peine à couvrir l'essentiel du territoire. Et Sénélec est devenue société nationale en 1983, après la nationalisation, est passé privé furtivement avec justement Hydro-Québec, voilà, je ne voulais pas le dire. Mais il y a quelqu'un qui me taquine un bon serreur là, qui me dit mais il faut Canadien d'ailleurs bon, passé rapidement entre les mains de Hydro-Québec avant d'être nationalisé en 2002. Voilà, 2001-2002 avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade au pouvoir. Donc c'est une histoire tumultueuse qui a permis de faire beaucoup de pas pour le Sénégal. Tout n'a pas été toujours négatif. Moi je ne suis pas mannequin, je ne crois pas au Sénégal noir ou blanc, ceux-là sont bons. Comme disait l'autre, ailleurs, nul n'a le monopole du patriotisme. Je crois que chacun dans sa trajectoire essaie de faire quelque chose de bien pour le pays. Il le réussit, il ne le réussit pas. Mais on doit garder ce minimum de respect, quoi, parce que ce qui a été fait à Sénélec dans ces années, Mamadou Dia est associé, d'autres Sénégalais sont. Vous pensez qu'ils étaient là-bas pour mal faire? Non. Ils étaient là-bas pour bien faire. Mais souvent, c'est la conjonction des facteurs qui permet de garantir une certaine performance, certains résultats. C'est-à-dire, dans la vie, il faut parfois que les planètes soient alignées
pour que les fusées puissent partir et atteindre leur cible. C'est exactement ça qui a fait que dans un environnement où le baril en 2015 était commencé à se stabiliser et à baisser, dans un environnement où il y a une nouvelle gouvernance politique au Sénégal, parce que notre vie est rythmée également par les alternances politiques.